La Terre, la planète bleue, notre planète, la seule sur laquelle la vie s'est développée. Voici l'ISS, la Station spatiale internationale. C'est le plus grand objet artificiel jamais placé en orbite terrestre. Avec elle, l'homme a réalisé son rêve de conquête de l'espace. L'ISS est habité en permanence depuis l'an 2000. Une centaine d'astronautes ont déjà eu l'occasion d'y vivre et d'y travailler dans des conditions exceptionnelles. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la beauté de la planète. La Terre est magnifique, avec des couleurs somptueuses. Les Bahamas, l'intérieur de l'Australie, ou encore le Tibet sont très beaux. Mais quand on regarde la Terre depuis l'espace, avec son atmosphère toute fine, entourée de tout ce noir, elle paraît très vulnérable. L'espace me fascine parce que c'est la limite du monde connu. On ne sait pas ce qui nous attend au-delà. Je me sens comme les explorateurs d'autrefois. Ils devaient regarder le vaste océan en se demandant ce qu'il y avait derrière la ligne d'horizon. Le célèbre centre spatial Johnson de la NASA est à Houston, au Texas. La conquête de l'espace a commencé ici, en 1961. Alexander Gerst rêvait de participer à l'Odyssée spatiale. Il décollera de Houston pour la Station spatiale internationale en 2014. Ce sera le troisième astronaute allemand à séjourner à bord. Pour réaliser son rêve, Alexander Gerst suit un entraînement très intensif dans plusieurs pays. Ok, je suis la main courante pour passer à tribord de la poutre. Ok. Je repars vers la plateforme extérieure. Vers la plateforme extérieure? Oui, je te vois sur la main courante. Alexander Gerst suit un entraînement à la survie dans le laboratoire virtuel de la NASA. Il n'y a plus de main courante. On dirait que je m'éloigne de la structure. Apparemment, ma corde de sécurité s'est détachée. Dériver loin de la station spatiale est le pire cauchemar des astronautes. Je vais utiliser le système de sauvetage Safer. Je le prends du côté droit de ma poignée. Je sors le module. Voilà. Je l'allume. J'ai Columbus en vue. Je vais utiliser le tangage positif pour rentrer. Je vais revenir au centre. Je donne une impulsion positive plus X. Je crois que ma vitesse décroît et que je vais dans la bonne direction. Oui, je te vois.
Je me dirige vers la plateforme extérieure. Tu as encore beaucoup d'azote? Je m'arrête. Oui. Ok, je ralentis. Tu n'as plus d'azote. J'attends la main courante. Je l'ai. Ok, capture. Je suis content d'être revenu à la station. Heureusement que c'était qu'une simulation. Beau boulot. Merci. Alexander Gerst est un aventurier des temps modernes. Il a une formation scientifique et pratique l'escrime. Rapidité et discipline sont des qualités essentielles chez un astronaute. Chaque duel enseigne aussi le respect de l'adversaire. Le bâtiment numéro 9 de la NASA à Houston. Neil Armstrong et Edwin Aldrin y ont préparé leur expédition sur la Lune. Aujourd'hui, il abrite une réplique de l'ISS grandeur nature. En 2014, Alexander Gerst s'envolera vers la station en compagnie de l'astronaute américain Greg Wiseman. L'eau et l'oxygène sont des denrées rares à bord de l'ISS. Une station de recyclage permet de réutiliser presque tout l'oxygène consommé à bord, ainsi que 85% de l'eau contenue dans les urines. Alexander Gerst va piloter un bras géant de robots sur un simulateur. À bord de l'ISS, ce bras se commande depuis la coupole. La coupole est aussi le poste d'observation pour les manœuvres d'arrimage de la capsule Soyouz et du véhicule de transfert automatique, ATV. Voici le centre de contrôle de Houston, un des hauts lieux de la conquête spatiale. Milt Eflin est un vieux loup de la NASA. Il a participé au programme Apollo. Pour lui, la salle de contrôle de l'époque est un sanctuaire. Nous voici dans le temple des vols spatiaux habités. Tu sens cette atmosphère particulière. J'ai travaillé dans cette salle comme contrôleur de vol, puis comme directeur de vol. Le premier atterrissage d'un homme sur la Lune, le 20 juillet 1969, c'était ici. Toutes les opérations ont été commandées depuis ce centre de contrôle. Tu vois ce drapeau américain? Il est allé jusqu'à la Lune. Il est parti avec le module de commande et de servitude et il est resté en orbite lunaire. C'était la mission Apollo 17. Ensuite, il est revenu et on l'a accroché au centre de contrôle. Moi qui suis un jeune astronaute, j'ai la chair de poule quand j'entre dans cette salle. C'est le centre de contrôle de la première mission sur la Lune. J'ai entendu tellement d'histoires là-dessus quand j'étais petit. Tout s'est passé ici, et dans le vaisseau spatial, bien sûr. C'est très impressionnant d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce que cette salle a de particulier?
C'est le facteur humain, la camaraderie, le sentiment d'être une grande famille, le travail d'équipe. Ici, tout le monde tend vers le même objectif. Quand on est passionné, qu'on est soutenu et qu'on se donne à fond, on peut réussir quasiment tout ce qu'on veut. C'est ça qui me plaît au centre de contrôle. Mon grand-père était radioamateur. Dans sa cave, il s'était installé une petite salle pleine d'appareils électriques de toutes sortes. Des émetteurs-récepteurs, des antennes, des interrupteurs. Ça me fascinait quand j'étais tout petit. Un jour, quand j'avais environ 6 ans, il a réussi à diriger son antenne sur la Lune. Il a émis des ondes hertziennes et il a reçu la réflexion de ces ondes sur la surface de la Lune. Il m'a fait parler dans l'émetteur-récepteur et environ 2 secondes et demie plus tard, le temps que les ondes parcourent la distance, j'ai entendu ma propre voix complètement déformée dans le récepteur. J'ai trouvé ça incroyable, qu'un petit bout de moi soit allé sur la Lune, puis soit revenu sur Terre. Le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan est la plus grande base spatiale du monde. Un colosse de 300 tonnes et 50 mètres de long progresse dans la nuit glaciale. Baïkonour est un lieu de légende. Sputnik, le tout premier satellite artificiel, a été lancé d'ici en 1957, en pleine guerre froide, dans le plus grand secret. Youri Gagarin, le premier homme à avoir volé dans l'espace en 1961, a décollé de ce pas de tir. Une équipe internationale est sur le point de s'envoler pour l'expédition 30, le 30e roulement de l'équipage de l'ISS. Le néerlandais André Kuipers en fait partie. Il faisait très froid. Il n'avait jamais fait une telle température pour un lancement. On nous a donné des écharpes pour nous protéger. Puis on est sorti. Ma famille était là avec une banderole. J'ai réussi à la lire. C'était sympa. Je n'étais pas nerveux. On s'entraîne tellement pour cela et on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. La seule crainte qu'on ait, c'est que le lancement soit annulé pour une quelconque raison. Mais c'est rare avec Soyouz. J'étais assez confiant. André Kuipers, de l'Agence spatiale européenne, s'envole avec l'astronaute américain Donald Pettit et le cosmonaute Oleg Kononenko. Ensuite, on va à la fusée. On la voit pour la première fois. On l'a vue avant dans l'atelier d'assemblage, mais c'est la première fois qu'on la voit dehors, prête à décoller. Elle est magnifique. Elle est couverte de condensation à cause du froid. C'est très impressionnant. On se dit, c'est ma fusée. Puis on monte dans le même ascenseur que Youri Gagarin, un ascenseur chargé d'histoire. André Kuipers doit passer 5 mois à bord de la Station spatiale internationale. En 2004, il y a déjà séjourné 9 jours. Le lancement est très bruyant et ça secoue beaucoup. On ne peut pas regarder dehors, on se contente de suivre les procédures. On regarde les écrans pour vérifier que tout va bien. On a le temps de se rendre compte de rien. Et 9 minutes plus tard, on est sur orbite. Ça va très vite, c'est un grand moment. L'équipage met 2 jours à rejoindre la station spatiale. Nous accompagnons André Kuipers dans cette aventure exceptionnelle.
Les images qu'il a tournées nous montrent le quotidien des astronautes pour la première fois en 3D à la télévision. Quand je suis arrivé à bord, la station spatiale était un peu différente de mes souvenirs. À ma première mission, ça sentait l'huile et le métal. Pour la deuxième, je suis arrivé dans un nouveau module russe, le MIM-1, et ça sentait le neuf. Tout était propre et net, c'était bien. Je me suis tout de suite senti chez moi. C'était comme si je connaissais déjà les lieux. L'astronaute américain Donald Pettit arrive avec André Kuipers. C'est sa troisième mission à bord de l'ISS. Les deux hommes retrouvent Dan Burbank. Le commandant américain est arrivé il y a 4 semaines avec sa guitare. Je suis allé tout visiter en flottant, puis je suis entré dans la coupole d'observation. Ce sont nous les Européens qui l'avons construite, elle est fantastique, c'est une grande verrière. Une des premières choses que je voulais faire en arrivant, c'était bien sûr d'aller voir la Terre. Tout a commencé pour moi avec les romans de science-fiction que ma grand-mère m'achetait. C'était la série allemande des aventures de Peri Rodan. Ça me passionnait. Ça parlait de vaisseaux spatiaux, de planètes étrangères, de combinaisons spatiales, etc. Le soir, au lieu de m'endormir, je lisais les romans de Peri Rodan avec une lampe de poche sous mes couvertures. L'espace, pour moi, c'était un rêve d'enfant. Ce rêve est devenu réalité. André Kuipers commence son travail à bord. Il rassemble des instruments pour une sortie dans l'espace. Ces sorties durent 6 heures. Il n'est pas question d'oublier un tournevis dans la station. Les astronautes sont des touche-à-tout. C'est une qualité indispensable pour survivre dans l'espace. André Kuipers est médecin, mais à bord il sera aussi mécanicien, chercheur et même plombier. Malgré l'apparente facilité, l'apesanteur est une condition extrême pour le corps. Les astronautes doivent faire 2 à 3 heures de gymnastique par jour pour lutter contre l'atrophie des muscles et des os. Mais comment s'entraîner en apesanteur, puisque rien n'a de poids? Des appareils de gymnastique spécifiques ont été mis au point, avec des ressorts et des systèmes hydrauliques. Il y a différents moyens de se laver. On peut utiliser des lingettes. On s'en sert beaucoup à bord pour tout un tas de choses. Si on y tient, on peut aussi utiliser de l'eau, mais elle ne s'écoule pas sur le corps. Elle reste sous forme de bulle, il faut faire attention. Si la bulle vient sur le nez et la bouche, on peut se noyer. Au début, c'est bizarre, mais on finit par s'habituer. Dans les années 1950 et 1960, les États-Unis et l'URSS font la course à l'espace. À Moscou, le musée des cosmonautes rend hommage aux héros soviétiques de l'époque. C'est une guerre idéologique qui oppose les deux superpuissances.
Les Russes remportent la première bataille le 12 avril 1961, lorsque Youri Gagarin devient le premier homme à voler autour de la Terre. On verra en lui l'incarnation du surhomme soviétique. 4 ans plus tôt, en 1957, Sputnik est le premier satellite dans l'espace. En 1960, les chiennes Belka et Strelka sont les premiers animaux à revenir vivants de l'espace. La cité des étoiles, à Zniozhny Gorodok, près de Moscou, est cachée dans la forêt. À l'époque soviétique, c'était un complexe militaire secret. Depuis sa création, des milliers de chercheurs et d'ingénieurs ont travaillé au centre d'entraînement des cosmonautes. Aujourd'hui, c'est au tour d'Alexander Gerst de s'entraîner dans ce centre où Youri Gagarin s'est préparé à sa mission historique. On voit bien que les Russes ont une longue expérience dans le domaine astronautique. Il y a des statues et des tableaux de Youri Gagarin un peu partout. Autrefois, la cité était gardée par des soldats armés de mitraillettes. Aujourd'hui, c'est un centre civil. Mais on y sent encore l'esprit de la conquête spatiale soviétique. C'est l'une des qualités de ce lieu. Alexander Gerst revêt la tenue des cosmonautes. Dernière étape, on plie l'extrémité de la combinaison et on la ferme avec 2 élastiques. Incroyable, mais vrai. Cela permet de maintenir la pression, même dans l'espace. Durant sa longue formation, Alexander Gerst effectue régulièrement des stages à Moscou. Depuis l'arrêt de la navette spatiale américaine à l'automne 2011, les vaisseaux Soyouz sont les seuls capables de transporter les astronautes jusqu'à la Station spatiale internationale, l'ISS. Soyouz est la 2 chevaux de l'espace. Elle ne tombe jamais en panne. Le premier vol a eu lieu en 1967. Il a été suivi par quelques 140 autres vols. Aujourd'hui, on s'est entraîné sur les systèmes de survie. La combinaison en est un. On apprend à l'enfiler et à vérifier l'étanchéité. On a simulé une baisse brutale de pression dans la capsule spatiale. Pour éviter tout risque d'incendie, il faut évacuer l'oxygène très vite. On est sous pression dans la combinaison et ce n'est pas très facile pour travailler. C'était l'exercice d'aujourd'hui. La formation n'est pas conçue de la même manière en Russie et aux États-Unis. En Russie, elle est très structurée. Il y a toujours le même intervalle entre les séances. Le programme d'entraînement pour la station spatiale a été mis au point il y a des années. Il a fait ses preuves et les Russes n'y touchent plus. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu plus souple. De nouveaux cours se rajoutent et des anciens sont supprimés. Mais c'est ce qu'il y a de commun aux 2 formations qui compte. Les 2 pays font preuve d'une grande maîtrise du vol spatial et savent former les astronautes. L'ISS décrit une orbite autour de la Terre en seulement 90 minutes. Pour l'équipage, le Soleil se lève et se couche 16 fois par tranche de 24 heures. La Station spatiale internationale est une réussite politique.
C'est le fruit des efforts concertés de plusieurs nations qui se sont fait la guerre durant des décennies. C'est évidemment aussi une réussite technique majeure. L'aboutissement d'un vieux rêve de l'homme, quitter un jour la Terre pour partir vivre ailleurs. Là, je suis le sujet d'une expérience neuropsychologique. Je porte des électrodes qui enregistrent les signaux de mon cerveau pour faire un encéphalogramme. J'effectue toute une série de tâches sur un écran, mais je ne vois pas le reste du monde. Le but est de savoir si l'apesanteur affecte le résultat. On fait pas mal d'expériences à terre qu'on répète à bord en apesanteur. On ne sent rien, le corps est libre, mais on ne voit pas où on est. C'est une sensation assez étrange et l'objectif est de voir si cela modifie les performances. En tant que médecin, André Kuipers réalise de nombreuses expériences médicales à bord. Des expériences dont il est souvent le cobaye. L'ostéoporose est l'un des sujets d'étude de la mission. L'apesanteur provoque une atrophie des os. De nouvelles thérapies sont testées à bord, même si l'atrophie qui atteint les astronautes recule une fois qu'ils sont revenus sur Terre. Un congélateur permet de conserver des prélèvements à moins 80 degrés. Le Centre européen des astronautes à Cologne forme les astronautes de l'ESA. Alexander Gerst a été sélectionné parmi 8400 autres candidats. L'ESA ne recherche pas des casse-cou, mais des hommes et des femmes capables de garder la tête froide dans des situations extrêmes. Les candidats doivent aussi se débrouiller dans des disciplines scientifiques très variées. C'est un mini-laboratoire pour effectuer différentes expériences dans une atmosphère pure. Ces deux modules optiques qu'on voit ici sont utilisés pour une expérience sur la diffusion des liquides dans l'apesanteur. Cette centrifugeuse humaine à bras courts permet de multiplier l'apesanteur par 5. Alexander Gerst adore les défis extrêmes. Il a une formation de géophysicien. Avant de devenir astronaute, il travaillait comme volcanologue en Nouvelle-Zélande et dans l'Antarctique. Plus la centrifugeuse tourne vite, plus Alexander Gerst a la sensation de se redresser. L'objectif est de créer une pesanteur artificielle qui aidera les astronautes à faire de la gymnastique dans l'espace. Je sens le sang qui descend. Cela limitera les effets de la pesanteur sur leur santé. L'ATV est un vaisseau cargo télécommandé. Il sert au ravitaillement de la station. En cas de problème à l'arrimage, les astronautes à bord de l'ISS doivent être capables d'intervenir. L'arrimage d'un véhicule à la station spatiale est une opération très délicate. Toutes les précautions sont prises pour éviter une fuite qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. L'ATV est la principale contribution des Européens à la Station spatiale internationale.
Pour comprendre l'importance de l'ESA, il suffit de regarder la station. Un tiers des modules habitables ont été construits en Europe. La station est dépendante du vaisseau cargo européen ATV. Il l'empêche de tomber. Il la pousse régulièrement dans une orbite plus haute et transporte le ravitaillement. On a aussi Ariane, qui est une excellente fusée porteuse reconnue dans le monde entier. Enfin, un astronaute européen est présent à bord de l'ISS quasiment la moitié du temps. La NASA et les Russes considèrent l'ESA comme un partenaire à part entière et lui font confiance. Le centre de la NASA à Houston possède la plus grande piscine couverte du monde. Elle contient 23,5 millions de litres d'eau et mesure plus de 12 mètres de profondeur. Elle abrite une réplique de la station spatiale. Alexander Gerst et un astronaute de la NASA vont simuler une sortie hors de la station. Les conditions d'entraînement sont très proches des conditions réelles. Le danger en moins. On sait que des tas de choses peuvent mal tourner. L'expérience l'a montré. C'est pour cela que l'entraînement est si long. On apprend à faire face à toutes les situations possibles et imaginables. On a un plan A, un plan B, un plan C. C'est comme ça qu'en cas d'urgence, on garde la maîtrise des événements. Parce que c'est le sentiment de ne plus rien contrôler qui est anxiogène. L'objectif de cette longue formation est d'éviter ce sentiment plus tard. Alexander Gerst s'entraîne dans une apesanteur simulée 6 heures durant, sans interruption. C'est la durée des missions hors de l'ISS. Des plongeurs assurent sa sécurité. La séance d'entraînement est pilotée depuis la salle de contrôle. La piscine permet de simuler au mieux l'apesanteur et les conditions uniques de travail des astronautes dans l'espace. Apprendre à gérer les situations imprévues est une partie importante de la formation. Les astronautes doivent improviser et trouver des solutions ad hoc. Les sorties extravéhiculaires sont aussi appelées EVA, pour Extravehicular Activity en anglais. La réussite de ces sorties est essentielle au bon fonctionnement de l'ISS et à la sécurité des astronautes. Elles visent par exemple à réparer une panne ou à changer un module défectueux. Aujourd'hui, les formateurs ont préparé une situation très délicate pour Alexander Gerst. Clayton Anderson, son coéquipier américain, va recevoir un ordre un peu particulier. La salle de contrôle lance l'exercice.
Clayton Anderson simule une perte de conscience soudaine. Alexander Gerst est tout étonné. Son coéquipier ne bouge plus. Alexander Gerst doit réagir très vite. Il ramène son coéquipier dans la station. C'est une question de vie ou de mort. Chaque instant compte. La séance se termine au bout de 6 heures. C'est comme de courir un marathon. Dans un exercice comme celui-là, avec un camarade qui perd conscience et qu'il faut remonter au plus vite dans le module écluse, on atteint vite ses limites. Je n'ai plus de force dans les mains. On est toujours exténué quand on ôte sa combinaison. Ces petits satellites ont été inspirés par des droïdes du célèbre film La Guerre des Étoiles. Ils portent le nom de sphère. Ils se déplacent de manière synchronisée en libérant du gaz carbonique. Ce sont des satellites indépendants capables de contrôler leur position en apesanteur. Ils peuvent se déplacer dans une certaine zone. Ils possèdent des petites poutres, comme un vaisseau spatial. On pourrait très bien voir un jour des robots qui flottent autour des astronautes pour leur fournir différentes informations sur des écrans, voire des informations audio, quand les astronautes ont besoin d'avoir les mains libres, par exemple. Les robots pourraient devenir de petits compagnons des astronautes, qui sait, c'est peut-être l'avenir. Le centre de contrôle aéronautique de l'ESA, l'agence spatiale européenne, se trouve à Oberpfaffenhofen, près de Munich. Claudio Solazzo, le directeur de mission, est en contact permanent avec André Kuipers et prépare son retour. Jusqu'à ce qu'il reçoive un appel de Moscou. On a un problème. Je viens d'apprendre que le prochain Soyouz ne décollera pas parce qu'il n'a pas passé le contrôle. Il faut qu'on trouve un plan d'urgence. Ma première réaction a été de me dire qu'après l'arrêt de la navette américaine, un problème sur Soyouz risquait d'avoir de graves conséquences pour l'avenir de l'ISS. Soyouz est le seul véhicule capable de transporter des astronautes entre la Terre et la station. C'est un sujet d'inquiétude pour l'avenir. Que ferons-nous si Soyouz ne fonctionne plus correctement? Que s'est-il passé? La capsule Soyouz qui devait ramener André Kuipers sur Terre a été détruite lors d'un test. Il n'y a pas d'autre vaisseau spatial pour l'instant. Comment les astronautes vont-ils pouvoir rentrer comme prévu le 16 mai 2012? Naturellement, le défi était d'abord d'assurer la sécurité de l'équipage qui vit dans un environnement très dur à bord de l'ISS.
La station est dans l'espace. À l'extérieur de Columbus et des autres modules, c'est le vide. Il n'y a pas d'air, pas de protection contre les rayonnements. Ensuite, c'était un défi logistique. Cela créait un surcroît de travail. Il fallait trouver le moyen de ravitailler les astronautes pour qu'ils puissent rester plus longtemps à bord. Il y a eu de nombreux problèmes techniques dans les mois qui ont précédé le décollage d'André Kuipers. Un peu avant notre mission, l'accident du cargo Progress 44P était déjà assez grave parce que les ingénieurs russes ne savaient pas où était le problème. Or, on utilisait le même type d'étage que le lanceur Progress. Il fallait vérifier que ce n'était pas une erreur systémique qui se répétait sur tous les lanceurs. Une fois à bord, on a appris qu'il y avait un nouveau problème. Lors d'un test, il y a eu une surpression dans la nouvelle capsule Soyouz. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit que ça allait avoir des conséquences pour nous. Claudio Solazzo m'a informé des événements et des conséquences pour la mission et pour moi. Au centre de contrôle de Roscosmos, l'agence spatiale russe, on travaille d'arrache-pied à une solution. Accidents, lancements reportés, les incidents se sont multipliés ces derniers mois du côté russe. Le sujet est très sensible sur le plan politique. Il ne faudrait pas ternir l'image de l'aérospatiale russe. Les Russes sont les plus inquiets. Ils ont eu plusieurs incidents de suite. Et on commence à leur faire les gros yeux sur les contrôles qualité chez Energia et Roscosmos. 2 capsules Soyouz sont amarrées à la Station spatiale internationale. Mais si les astronautes utilisent les 2, il n'y aura plus personne à bord. Les détracteurs de l'ISS s'emparent de l'affaire pour réclamer l'arrêt de la station, qui coûte des milliards. Ce site d'entraînement est situé dans les environs de Moscou. On y simule une autre situation d'urgence. Alexander Gerst navigue entre Houston, Cologne et Moscou pour se préparer à sa mission prévue en mai 2014. En compagnie de ses coéquipiers américains et russes, il va s'entraîner à un amérissage forcé de la capsule Soyouz. Autrefois, cet exercice se déroulait dans des conditions plus réalistes, en mer Noire. Aujourd'hui, des restrictions budgétaires forcent les formateurs à improviser pour simuler les vagues. Les astronautes passent plusieurs heures dans la capsule exiguë où règne une forte chaleur. Idéalement, on atterrit dans les steppes du Kazakhstan. En général, ça se passe bien et la capsule atterrit pile sur le site prévu. Mais il faut être prêt à tout. Il pourrait y avoir une fuite d'oxygène ou une fuite de carburant en orbite, par exemple. Dans ce cas, il faut rentrer immédiatement dans l'atmosphère terrestre et on risque d'atterrir n'importe où sur la planète, entre 52 degrés de latitude nord et 52 degrés de latitude sud. Ça peut être en mer, il faut être prêt à cette éventualité. C'est un cas extrême, bien sûr. Entre-temps, le centre de contrôle de l'ESA en Allemagne a trouvé une solution pour ramener André Kuipers sur Terre. L'astronaute restera quelques semaines supplémentaires à bord. Je pensais bien qu'on finirait par trouver une solution. Et effectivement, on y est arrivé. Il fallait tenir compte des vols suivants et de la logistique à bord. Prolonger d'1 mois et demi le séjour d'un équipage de 6 hommes a des conséquences. Il faut plus d'oxygène, plus de nourriture et plus de matériel. Une nouvelle capsule Soyouz ramènera l'équipage sur Terre. L'échec est exclu. Comme l'a dit un célèbre directeur de vol de la NASA durant la mission Apollo 13. C'est une phrase historique qui nous est restée.
À bord, les astronautes se réjouissent. Ils vont rester 7 semaines supplémentaires dans l'espace, le temps qu'on fabrique une nouvelle capsule Soyouz en remplacement de celle détruite lors d'un test. C'était la bonne décision. Je n'ai jamais eu peur pour moi, ni pour le reste de l'équipe. J'étais désolé pour l'équipage suivant, parce que ça raccourcissait d'autant leur mission. Mais pour nous, c'était une bonne nouvelle, puisque ça nous faisait rester plus longtemps à bord. On était contents. Ça aurait pu être l'inverse. C'est l'équipage suivant qui n'a pas eu de chance. Durant ces quelques semaines volées, André Kuipers va effectuer des opérations de maintenance, mais aussi une partie du programme de recherche prévu pour l'équipage suivant. Le centre de contrôle de l'ATV, le vaisseau cargo européen, est situé à Toulouse. ATV flight, Houston flight. Okay, did you go for rendezvous destination? L'ATV a décollé il y a une semaine. C'est un véhicule non habité qui assure le ravitaillement de l'ISS. L'arrimage est piloté depuis Toulouse. Il doit avoir lieu cette nuit. Au centre, l'ambiance est électrique. Il y a des phases qui sont très critiques. Donc, la première, c'est celle qui se trouve à 39 km, puisque pour la première fois, l'ATV commence à discuter informatiquement avec la station. Donc il y a un dialogue qui doit se mettre en place, et ce dialogue ne peut pas prendre de retard, parce que le satellite est en train de s'avancer vers la station assez rapidement, et on a une vingtaine de minutes pour que ce dialogue s'établisse complètement. Et si ce n'est pas le cas, le rendez-vous ne pourra pas avoir lieu. La manœuvre d'arrimage est programmée sur ordinateur. Les 20 tonnes de l'ATV avancent mètre par mètre en direction de la station. Toulouse est en contact permanent avec les centres de contrôle de Moscou et de Houston. Il est tout à fait prévu que les astronautes à bord de la station surveillent et interviennent éventuellement sur le comportement de l'ATV. En fait, ils n'ont pas la possibilité de reconfigurer finement l'ATV. La seule chose qu'il se passe, c'est qu'ils surveillent le comportement de l'ATV par rapport à un corridor. Ils surveillent que l'ATV est en permanence à l'intérieur de ce corridor qui est sûr, qui n'est pas dangereux ni pour la station ni pour les astronautes. Et si l'ATV sort de ce corridor, à ce moment-là, ils ont la possibilité d'annuler le rendez-vous. Allez, top, 11 mètres. L'animation montre le travail de précision accompli par Toulouse pour que l'ATV s'arrime correctement à la station. ATV vehicle, ATV flight, 172800. Dynamics repeats, 172800. Correct. C'est gagné. Boum, contact. Contact capture. Allez. La tension retombe. Le vaisseau cargo s'est arrimé à la Station spatiale internationale. À bord, un dur labeur commence. Il faudra 15 heures de travail à l'équipage pour pouvoir ouvrir l'écoutille de l'ATV. Quand un vaisseau spatial arrive, il peut y avoir des débris qui flottent en apesanteur, des morceaux de métal par exemple. Alors par précaution, on enfile des lunettes de protection et un masque.
Mais là, quand on a ouvert l'écoutille de la TV, c'était propre. Il n'y avait pas de débris flottants. L'air était pur, tout allait bien. La TV est un très bon vaisseau spatial. C'était juste une mesure de précaution. Plus de 6 tonnes et demie de matériel sont chargés à bord de la TV. Dans 6 mois, il repartira rempli de déchets. Il se consumera en entrant dans l'atmosphère terrestre. La TV apporte beaucoup de choses importantes. Des nouveaux équipements, des vivres, des vêtements, des produits d'hygiène pour l'équipage, des consommables, toutes sortes de choses dont les astronautes ont besoin, que ce soit pour les expériences ou pour la vie à bord. André Kuipers entame les dernières semaines de son odyssée dans l'espace. Au lieu des 5 mois prévus, il passera finalement plus de 6 mois dans la station spatiale. J'ai passé beaucoup de temps dans la coupole au cours des dernières nuits. Je m'y faufilais quand tout le monde dormait. Toute la Terre s'étalait sous moi, c'était fantastique. J'ai fait des orbites complètes. J'ai vu des orages magnifiques. J'ai vu toutes les constellations d'étoiles et les planètes qui apparaissaient. Jupiter, Vénus, puis la Lune et le Soleil. J'ai même vu des aurores polaires. André Kuipers repart le 1er juillet 2012. Le vol de retour à bord de Soyouz est fascinant. Les gens pensent souvent au lancement, mais c'est le retour qui est le plus intéressant. On rentre dans l'atmosphère quelque part au-dessus de l'Irak ou de la Turquie. Dehors, on voit du rose apparaître, puis de l'orange et des étincelles. Et on se sent de plus en plus lourd, jusqu'à 4,7 fois notre poids. On a du mal à respirer. Durant quelques minutes, on est dans un bolide, plaqué contre notre siège. On se cramponne en prévision du choc, on voit un grand éclair et on touche terre. C'est comme un petit accident de voiture. On est très secoué. Mon genou a heurté le tableau de bord. On a basculé sur le côté, puis on s'est remis droit. Quand on sort de la capsule, après 6 mois dans l'espace, on se sent tout bizarre, comme attiré par un aimant. Comme vous le voyez, on a la mine assez pâle. La pression artérielle et les réflexes sont au plus bas. Mais j'étais en état de reconnaître les gens, de faire coucou et de parler au téléphone. Je voyais qu'autour de moi, les gens étaient inquiets, mais je pouvais sourire. J'étais revenu sur Terre. Alexander Gerst s'apprête à vivre la même aventure. Une des choses qui me pousse à aller dans l'espace, c'est la curiosité. J'ai envie de découvrir des choses. Les découvertes scientifiques et technologiques suffiraient déjà à justifier le voyage. Mais en plus, j'ai envie de repousser les limites du monde connu et de voir ce qu'il y a au-delà de notre planète. L'homme voyage dans l'espace depuis 50 ans. On a accompli beaucoup de choses durant ce laps de temps. On est allé sur la Lune et ailleurs. On a placé sur orbite une station spatiale dans laquelle on vit et on fait des recherches. L'homme est avide de connaissances. Nous ne nous arrêterons pas là, j'en suis sûr.